Vidéo rapide de révision de chacun des chapitres. Donc l'objectif c'est de tenir entre 5 et 10 minutes par vidéo. Donc je vais pas pouvoir tout dire, mais on commence par la première, donc civil militaire, un cours très long, avec plein de bases méthodologiques à l'intérieur, mais important, et puis un grand classique de l'année de troisième. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comprendre comment fonctionne la Première Guerre mondiale et avoir une image tout de suite de qu'est-ce que c'est à quoi ressemble cette guerre. Et on l'a vu, nous, en introduction du cours, avec cette bataille de Verdun, qui est à la fois un symbole de la guerre, parce que c'est le symbole de la résistance des Français face aux assauts allemands en 1916. Mais c'est aussi une image très claire et très nette, et on les voit dans la vidéo que vous pouvez regarder ici, là, la vie des tranchées dans Verdun et la vidéo sur Verdun. On voit très bien aussi la manière de combattre, et cette manière de combattre, c'est évidemment l'utilisation de l'artillerie, l'utilisation de l'industrie en fait pour faire la guerre. Donc Verdun en 1916, 700 000 morts, et c'est un symbole de la résistance des Français face aux assauts allemands, mais c'est un symbole aussi de l'inutilité ou le questionnement de l'efficacité de cette manière de combattre, puisque à Verdun, on a 700 000 morts et aucun gain territorial. Les Allemands n'ont pas gagné finalement. Et est-ce que les Français ont gagné? On peut se poser la question. Ça explique cette manière de faire la guerre et avec ces chiffres de mortalité pour Verdun qu'on ait une mortalité extrêmement forte. Pendant toute la guerre, on a 20 millions de morts aujourd'hui, on est quasiment à 20 millions dans les derniers décomptes. On a autant de civils que de militaires quasiment. 10 millions de militaires pour 9 millions de civils. Et on a bien sûr une société qui est traumatisée puisque ceux qui s'en sortent aussi connaissent ce traumatisme de la guerre. Ce traumatisme de la guerre, ces gueules cassées, et puis ceux qui ont vécu la guerre, en fait, c'est intéressant de mesurer en fait ce traumatisme, et on l'a fait à travers l'étude du tableau d'Autodix, la guerre, qui est en fait le point de vue subjectif d'Autodix sur la guerre, et qui montre à la fois la destruction, la possibilité de survie et cette horreur de la guerre en fait qui est montrée à travers un point de vue apocalyptique en utilisant une métaphore religieuse de l'enfer. Ces combats, il faut les replacer dans une chronologie en fait, tout simplement, et puis avoir des repères sur le fonctionnement de la guerre. Et donc cette guerre, elle commence le 3 août 1914 et elle va opposer la Triple Entente et la Triple Alliance sur deux grands fronts, une position stratégique du coup qui est euh, positive pour la Triple Entente puisqu'elle encercle la Triple Alliance, c'est Triple Alliance ou empires centraux qui sont du coup en position stratégique défavorable pour la simple raison qu'ils doivent combattre sur deux fronts, mais aussi pour la simple raison qu'ils sont soumis à un blocus qui est relativement facile pour les Alliés, puisque en fait ils ont juste à fermer les frontières terrestres. Et comme ils disposent de la plus grande marine du monde, qui est celle du Royaume-Uni, eh ben, il suffit de limiter la possibilité de ravitaillement de ces empires centraux, et puis d'attendre. C'est pour ça que cette guerre est longue aussi, puisqu'il n'y a pas de bataille décisive. Il n'y a pas de bataille de mouvement à partir dès 1914, dès septembre 1914, la bataille de la Marne c'est la dernière. Et comme il n'y a pas de bataille de mouvement, il n'y a pas de possibilité de gagner, donc on attend. On est sur des stratégies défensives sur tous les fronts, surtout sur le front de l'Ouest. Et puis il suffit d'attendre doucement que les empires centraux n'aient plus d'approvisionnement en acier, en nourriture, en pétrole, pour bloquer cette possibilité de combat. Et c'est ce qui se passe petit à petit en fait. L'Allemagne est obligée et l'Autriche-Hongrie, son allié, sont obligés de signer l'armistice en novembre 1918 parce que leurs offensives ne fonctionnent pas, n'arrivent pas à percer les lignes ennemies et leur ravitaillement tend à devenir insuffisant pour faire la guerre. Juste un petit rappel, hein, il y a presque un peu moins, mais presque 1 million de morts en 1918 de civils allemands qui n'ont pas accès à de la nourriture, puisque la nourriture est réservée surtout pour les soldats sur le front. Donc ça montre l'état de délabrement et les grandes difficultés finalement de ravitaillement de l'Allemagne et de ses alliés. On a fait un petit point aussi méthodologique sur comment présenter un document. On n'oublie jamais nature, auteur, source, date et l'idée principale du document. On n'a pas besoin du titre en histoire géo, mais on peut l'utiliser surtout pour l'idée principale.
On a vu aussi qu'une des caractéristiques de cette guerre, c'était que les civils étaient impliqués. Ils sont impliqués parce qu'ils meurent autant que les combattants. Donc c'est un trait de l'histoire de la guerre du XXe siècle, c'est que les civils aujourd'hui sont plus touchés que les militaires dans les guerres actuelles, et ce basculement, il a lieu à partir de la Première Guerre mondiale. Que font les civils pendant la guerre? Ils sont à la fois acteurs de la guerre et à la fois victimes de la guerre. Ils subissent la propagande et ils l'organisent aussi, ils participent. Ils subissent l'économie de guerre, mais ils y participent aussi puisqu'ils la financent à travers les emprunts d'État, à travers les demandes de financement. Les femmes et les enfants sont aussi intégrés dans la guerre parce qu'ils sont touchés directement par la guerre, par l'occupation, par les déportations, par les violences, mais aussi ils sont utilisés, les femmes comme main-d'œuvre par exemple dans les usines, et les enfants ils sont utilisés comme outils de propagande dans les affiches pour la mobilisation. On n'oublie pas aussi que dans les colonies, il y a aussi cette mobilisation, à la fois des civils et des militaires, et donc on intègre les civils des colonies dans ce questionnement. Des éléments un peu caractéristiques et spécifiques de la Première Guerre mondiale, le génocide des Arméniens en 1915, à l'intérieur de l'Empire ottoman, une tragédie, le premier génocide officiel de l'histoire, et puis 1,5 million de morts, qui sont donc des civils appartenant à une minorité en fait au sein de l'Empire ottoman. Les Turcs sont l'ethnie majoritaire, ils ont une religion musulmane, et ils vont s'en prendre à une ethnie, les Arméniens, qui sont minoritaires, ils sont chrétiens, et donc on va chercher à les détruire systématiquement. La définition du génocide, c'est bien sûr une destruction programmée, organisée, volontaire d'un groupe ethnique ou religieux uniquement pour ses caractéristiques ethniques et religieuses. Et donc c'est ce qui se passe exactement en Arménie, dans l'Empire ottoman, en 1915. Et dernier élément de cette guerre, elle déstabilise tellement les sociétés que la première société communiste va se mettre en place en Russie, qui va s'appeler du coup l'URSS à partir de 1921, avec une idéologie anticapitaliste et pour la propriété collective contre la propriété privée. Et cette révolution a lieu en deux temps en fait, une première révolution classique en février 1917 et une révolution communiste bolchevique dominée par Lénine et ces communistes minoritaires que sont les bolcheviks au sein du Parti communiste, qui prend le pouvoir en 1917 avec un point de vue radical sur l'abolition de la propriété privée, sur la censure, la presse, l'absence de démocratie aussi. Il met en place directement une dictature qu'il appelle de ses voeux, qu'il appelle une dictature du prolétariat. Voilà pour ce premier chapitre. Merci de votre attention.